Salut, est-ce que vous avez des dettes? Même si tu dois genre 5 ou 25 balles à tes potes, ça compte. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez même un petit crédit à la conso de quelques centaines ou milliers d'euros. Mais en fait, quelle que soit la somme, c'est jamais cool comme sentiment, je trouve. Même si tu peux rembourser petit à petit, t'es jamais vraiment à l'aise. Je sais pas, c'est un peu comme si t'étais tenu par les... Tu vois? Bon bah, imaginez maintenant, vous avez le même niveau de vie, mais que vous deviez dorénavant rembourser 4 milliards 915 millions 610 154 euros et qu'en bonus, la France entière soit au courant. C'est exactement ce qui est arrivé au type dont je vais vous parler aujourd'hui et de comment il s'est retrouvé dans ce bourbier sans nom. Un gars dont vous avez sûrement déjà tous entendu le nom au moins une fois, un peu comme Musulin dont on avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais sans vraiment avoir l'histoire complète, ses détails et ses rebondissements frais dans votre esprit. Alors aujourd'hui, c'est mon rôle de vous rappeler la terrible ruine de celui qui de la fin des années 2000 au milieu des années 2010 a affronté devant toutes les caméras du pays, rien de moins que la Société Générale pour essayer de sauver sa peau. Un procès hors norme d'un David qui prétendait servir de bouc émissaire face à un Goliath en deuil de sommes astronomiques qui demandait alors réparation. Comment une histoire d'amour entre un monstre bancaire et son petit protégé jeune prodige de la finance a viré au carnage en portant dans son sillage des montants démentiels. Aujourd'hui, je vous raconte la chute de Jérôme Kerviel. Bon, dans cette vidéo, on va parler de comment la Société Générale, même d'une manière plus globale, les énormes banques et leurs traders investissent entre autres l'argent que vous avez placé chez eux, et si vous l'ignoriez, malheureusement trop souvent dans des projets nocifs pour l'environnement, notamment les bombes carbone, oléoducs, gaz de schiste, plateformes offshore et j'en passe. Or, au-delà d'être flingué niveau éthique, on peut pas non plus dire que ce soit des secteurs d'avenir pérennes pour un investissement rentable. Et c'est exactement ce problème qu'a voulu solutionner le partenaire de cette vidéo, Greengot. Vous avez certainement déjà entendu parler de Greengot, c'est une institution financière qui offre des comptes en ligne pour les particuliers mais aussi des comptes communs. Ils ont tous les avantages ultra pratiques des banques en ligne comme évidemment Apple Pay ou Google Pay, vos dépenses en temps réel et en plus eux leurs investissements se font dans les secteurs de la transition. Alors je sais que certains sont méfiants avec toutes ces promesses vertes, d'autant plus dans le secteur bancaire qui, et vous allez le voir avec Kerviel, est connu pour son opacité, sauf que justement Greengot eux la jouent 100% transparent. Et pas que sur leur investissement mais aussi sur leur empreinte carbone, leurs dons et même le salaire des dirigeants. Enfin, cerise sur le gâteau, Greengot propose aussi une offre d'assurance vie qui permet à toutes et tous d'investir son argent, qu'il soit rentable quoi, et vous rapporte des intérêts, le tout dans des secteurs, je le rappelle, d'avenir dans la transition pour une planète viable. Et ça marche plutôt pas mal puisque depuis notre dernière collaboration il y a quelques mois, ils ont obtenu le record français avec plus de 20 millions d'euros placés sur leur assurance vie en l'espace de 2 mois. De mon côté, je vous l'avais déjà dit, mais perso j'ai ma carte et j'ai aussi un code de parrainage qui vous permettra d'obtenir 2 mois gratuits. C'est simplement Simon. Et attention parce qu'il n'est valable que jusqu'au 31 août. Alors je sais que vous profitez de l'été, que ça paraît loin, mais vous serez bien content à la rentrée d'y avoir pensé. Surtout que ça prend littéralement 6 minutes montre en main de s'inscrire. En tout cas, encore merci à eux de soutenir mon travail, ça compte beaucoup. Ok, juste avant toute chose, pour cette vidéo, Vincent qui l'a coécrite et moi-même, on a essayé d'avoir Jérôme Kerviel pour qu'il nous raconte lui-même son histoire. Vous savez, j'aime bien donner la parole aux concernés. Puis d'autant plus qu'il est assez actif sur Twitter, donc naturellement, on s'est dit qu'on aurait nos chances. On l'a relancé des dizaines de fois, et on a fini par avoir une réponse après pas mal de temps, où il nous disait qu'il ne donnait plus d'interviews, et en traînant sur ses réseaux, on a assez rapidement compris pourquoi. Il semblerait qu'il ne donne plus que des conférences payantes, donc chose ultra rare, on lui a proposé une rémunération, vraiment j'ai voulu, mais il ne nous a plus jamais répondu. Voilà, en tout cas, vous saurez qu'on a essayé. Enfin bref, tout commence en 2000. Jérôme Kerviel, né en Bretagne à Pont-l'Abbé 23 ans plus tôt, se fait cette année-là recruter à la sortie de son master de management des opérations de marché à l'université Lyon 2 par l'énorme banque française que vous connaissez tous, la Société Générale. Bon, la Société Générale, je vous fais pas le tableau, c'est la 3e plus grosse banque de France derrière la BNP et le Crédit Agricole, la 6e d'Europe, la bestiole a 150 ans et 2 tours rien qu'à elle à la défense et fait chaque année des milliards de résultats, voilà, normalement vous connaissez. Quand il commence chez eux, Jérôme le fait en tant que middleman. Ok, là par contre, va peut-être falloir que je vous explique. Un middleman, comme son nom l'indique, c'est le mec du milieu, l'intermédiaire. Et ici, dans le monde de la finance, ce sont les personnes qui sont chargées de répertorier et de surveiller les opérations des traders. Et alors, si ce qu'est un trader c'est aussi flou pour vous, je vais rapidement l'expliquer. Il existe des marchés financiers où s'échangent des produits financiers. Ça s'appelle genre des obligations, des actions. Vous avez peut-être déjà entendu ces termes-là. Des actions, par exemple, ce sont littéralement des bouts d'entreprise. Or, tous ces produits financiers peuvent, comme je sais pas, cette montre, prendre ou perdre de la valeur en fonction de tout un tas de critères. Et donc, tu as des personnes dans les banques dont c'est le travail d'acheter et de vendre ces produits financiers en espérant en tirer le maximum d'argent possible.
les traders. C'est comme un gars qui achèterait une œuvre d'art pour la revendre 4 ans plus tard en espérant qu'elle soit devenue hype et ait pris de la valeur. Sauf que bah là, c'est pas une toile avec de la peinture dessus, mais un bout de papier qui dit Monsieur Bidule possède un bout de l'entreprise machin. Alors il y a énormément de variantes de staff, des termes techniques dans tous les sens, des paris haussiers, des effets de levier, marché primaire, secondaire, et j'en passe, mais en vrai pour aujourd'hui c'est pas important. En gros, si t'as vu le Loup de Wall Street de Scorsese, bon bah c'est à peu près la même chose mais à la défense. Et donc au départ, Jérôme, lui, il assiste ces mecs, les traders, et s'assure que tout se passe bien dans leur travail. Après voilà, de l'aveu de Jérôme lui-même, c'est un peu un job de gratte-papier en vrai. Les traders lui filent des infos sur ce qu'ils achètent et vendent, et lui, il remplit un logiciel avec tout ça pour s'assurer que tout est cohérent et en adéquation avec les moyens et les ambitions de la banque. Alors c'est bien, c'est un début, mais c'est surtout ultra répétitif. Alors Jérôme va avoir l'idée d'automatiser tout ça avec quelques petites macros Excel pour les processus les plus rébarbatifs. Et ça va bien marcher, au point qu'il va même la jouer grand prince et filer quelques-uns de ses petits scripts à ses collègues. Ce qui ne manquera pas de le faire repérer pour le gain de temps dont il a fait profiter tout le monde auprès de sa hiérarchie. Et seulement 2 ans après être rentré à la Société Générale en 2002, il monte en grade et devient alors assistant trader. Ouais, champagne? Alors en vrai, pas tant. Dans les faits, son rôle et son quotidien n'ont pas vraiment changé. La seule grosse diff, c'est surtout que maintenant il a accès à la salle des marchés. Là où tout se passe, il va enfin pouvoir commencer à goûter aux vraies règles du jeu et surtout observer pour tenter d'apprendre. On fait de nouveau un saut dans le temps de 2 ans. On arrive alors en 2004. Kerviel est toujours assistant, mais on va le spécialiser sur un produit financier particulier appelé les turbovarants. Cherchez pas, c'est chiant à expliquer et en vrai on s'en fout, mais l'essentiel c'est qu'il fait toujours aussi bien son taf et comme le business est porteur, au bout d'1 an seulement, son responsable lui propose enfin de passer de l'autre côté. Après 5 ans de bons et loyaux services, Jérôme devient officiellement trader. Pour lui, c'est la folie. Ça y est, il est au cœur du système financier. Il va participer à faire vivre le 2e plus gros quartier d'affaires d'Europe, derrière la City de Londres, le 4e au monde. Et lorsque son chef lui donne cette promotion, il insiste bien, il lui fait bien comprendre que c'est une chance inouïe pour lui de devenir trader. Et ça, Jérôme, il le sait, son master de management à Lyon 2, c'est pas un diplôme shiny de grande école de commerce réputée comme ceux qu'ont les 3/4 de ses nouveaux collègues. Lyon 2, c'est une université publique classique. Alors c'est bien, je dis pas, mais pour se faire une place comme ça, dans les plus hauts sommets de la finance aussi rapidement, avec un CV pareil, c'était vraiment pas joué d'avance. Puis lui, il est fils de coiffeuse et d'artisan forgeron. Son bled d'enfance, Pont-l'Abbé, c'est 8000 habitants au fond du Finistère. Cette chance-là, c'est celle de sa vie. Il ne doit pas, il ne va pas la laisser passer. Il le sait. Alors il va tout donner. C'est un bon middleman, il sera un bon trader. Il met très vite à contribution ses années d'observation et même si les débuts sont poussifs, il s'en sort de mieux en mieux. Dans son autobiographie, il raconte que son quotidien se résume à une chose, savoir prendre le maximum de risques pour faire gagner à la banque un maximum d'oseille. Comment ça pourrait bien partir en sucette? Il raconte travailler une 12aine d'heures par jour. Sa journée type, c'est une arrivée à 7h du matin à la Défense et un départ vers 22h, à l'heure où de l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street s'approche de la clôture. Oui, parce que les marchés financiers, ça ouvre et ça ferme comme un magasin, sinon ça serait infernal pour tout le monde. Malgré tout, sa vie sociale est en arrêt respiratoire, et les 35 heures, c'est le petit-déj du lundi matin pour lui. Et il le reconnaît, il esquive aussi beaucoup trop les vacances. C'est simple, il n'en prend quasiment pas. À ce moment-là, la finance, c'est sa vie. Lorsqu'il devient trader en 2005, son objectif annuel était de 3 millions d'euros. Dès la première année, il en rapportera 5 à la banque. Alors en 2006, la Société Générale lui demande de reproduire sa performance de 5 millions de bénéfices. Il en fera 12. Et naturellement, en 2007, ses supérieurs lui demandent d'en refaire 12. Il fera officiellement 55 millions. Pourquoi j'ai précisé officiellement? Ça arrive. Mais sachez que dans une interview accordée à la RTS, il parle même d'addiction, qu'il s'en voulait carrément s'il n'arrivait pas à rapporter à la banque au moins 1 million d'euros par jour. Vous avez fait le calcul, 1 million par jour, ça devrait faire normalement 365 millions, mais il n'en a rapporté officiellement que 55 en 2007. Ok, il y a un blême quelque part. Mais de ce qu'en sait la Société Générale, c'est déjà très fort. Et c'est très logiquement que comme chaque année quand la banque fait le bilan annuel de ses résultats, en 2007, Jérôme est bien brossé dans le sens du poil. C'est selon ses supérieurs un excellent trader. Il a sorti pratiquement 5 fois plus que ce qui lui était demandé. Et vous avez compris, ses supérieurs ne croient pas si bien dire. Parce que si à ce moment-là, la Société Générale le félicite pour sa merveilleuse année, ils sont à des années-lumière de savoir ce que fait Kerviel dans l'ombre. Eux ne voient que la partie émergée de tout ce que fout vraiment leur trader. En réalité, en 2007, Jérôme a tout juste 31 ans après seulement 3 ans aux commandes. N'a pas fait que 55 millions de bénéfices, mais vient de réaliser avec ses mouvements financiers des gains de plus d'1,4 milliard d'euros. Déjà moi je suis saucé quand avec mon agent on vend bien une OP pour une vidéo, mais alors lui, là c'est la musique de la Française des Jeux dans sa tête 365 jours par an. Mais ça, sa hiérarchie n'en a pas la moindre idée, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc 2008 approche doucement, et de l'extérieur,
tout porte à croire que ce sera une année sous les meilleurs auspices pour Jérôme Kerviel. Et pourtant, on est seulement le 24 janvier 2008. C'est un mercredi, comme les autres, il fait gris et froid à la Défense. On est seulement 6 mois après le départ de la crise des subprimes aux États-Unis. Pour rappel, c'est une crise financière qui part de nombreux prêts immobiliers très risqués qu'ont accordé des banques américaines à des gens qui finissaient par ne plus pouvoir honorer leurs dettes. Donc le milieu bancaire outre-Atlantique souffre beaucoup, mais ici, il ne s'est pas encore complètement cassé la gueule. La bourse française est même en hausse après avoir connu 3 jours difficiles. Bref, ça devait être une journée comme les autres pour tous les traders du coin. Mais au milieu du bruit habituel des attachés case et des chaussures de ville qui foulent le parvis du quartier d'affaires, un bruit en provenance du siège de la Société Générale vient perturber l'apparente tranquillité. La banque annonce qu'elle aurait été victime d'une escroquerie de la part d'un de ses traders. Le PDG de la Société Générale, Daniel Bouton, en poste depuis plus de 10 ans, est immédiatement interviewé au micro de France Info et déclare qu'il ne s'agit pas d'un simple fraudeur, mais d'un terroriste. Et pour cause, l'affaire est un délire complet. Au sein même de la banque, un trader, je me demande bien qui, le suspense est insoutenable, aurait engagé, et mal en plus, jusqu'à 50 milliards d'euros sur les marchés financiers en toute illégalité. Je sais que c'est dur de se figurer des sommes pareilles, mais à titre de comparaison, c'est pratiquement le double des fonds propres, donc de ce que possède réellement sur ses propres comptes la Société Générale elle-même. C'est plus que sa propre trésorerie, quoi. 50 milliards, c'est plus que le budget des armées françaises en 2023. Si chaque seconde vous gagnez 1 euro, vous n'auriez cette somme qu'au bout de 1570 ans. C'est massif. Ok, alors il y en a peut-être qui vont se dire, attends, comment ça peut être plus que l'oseille que possède la banque elle-même? Comment c'est possible? Eh bien, cet argent, c'est en petite partie le fric des actionnaires de la banque, donc ceux qui en possèdent un bout, mais surtout de l'argent de plein d'investisseurs différents qui ont confié, prêté du bif à la Société Générale en échange de revenus, des intérêts qui tombent régulièrement. Et donc Kerviel, en toute indépendance, dopé par ses résultats meilleurs chaque année, s'est dit courant 2007 « Et j'ai pas une bête d'idée là, moi. Là, je pense, je peux poser pour 50 milliards sur la table et d'ici quelques mois, il y a moyen ces placements, ils rapportent masse oseille. » Bon, par contre, si le plan fonctionnait pas et que son placement s'avérait foireux, là c'était l'hécatombe et il le savait. Mais sans risque, on gagne jamais, non? Et justement, en 2007, ces investissements secrets vont pas mal fluctuer, dangereusement même avec d'énormes pertes en milieu d'année, mais qu'il maintiendra envers et contre tout au nez et à la barbe de la banque pour que finalement, lorsqu'arrive Noël, rappelez-vous, après un retournement de marché quasi miraculeux en sa faveur, le bilan de ses placements ne soit finalement positif. Il aura eu des sueurs froides, mais il s'en sort finalement le 31 décembre 2007 avec nos fameux 1,4 milliards d'euros de gains qu'il va aussitôt sécuriser. Et là, lui, ce qu'il s'est dit, c'est que même si en 2008 ça se devait se planter, il avait quand même de la marge du coup. Non. Encore une fois, tout ça, la banque dira, elle, ne jamais rien en avoir su. Et pour cause, selon elle, en temps normal, elle n'aurait jamais laissé ça se faire. À aucun moment, genre, les contrôles de sécurité auraient validé les opérations de Kerviel. Enfin, c'est infiniment trop risqué. C'est comme jouer à la roulette russe avec 5 sur 6 balles dans le barillet, et le dernier trou, par chance, t'as le jackpot. Faut avoir les reins solides. Sauf que, vous vous rappelez où est-ce qu'il a fait ses armes, Jérôme? Oui, en tant que middleman, dans ces mêmes contrôles de sécurité. Donc les bypass, les contourner, c'était pas le plus difficile pour lui. Il savait exactement comment faire, par où passer, avec une astuce toute simple, tenez-vous bien, de faux mails et de fausses déclarations. Point barre. Je vais pas rentrer dans les maxi détails de sa combine parce que ça demanderait d'expliquer l'activité d'arbitrage sur les marchés et je vous promets que c'est un bordel sans nom, mais dites-vous simplement que Jérôme a menti toute l'année 2007 en s'inventant de faux acheteurs prêts à le suivre sur des opérations fictives tendues pour compenser les risques qu'il prenait. Genre, oui, je saute peut-être avec un parachute expérimental de mon invention, mais j'ai acheté un super filet en bas. Le filet n'a jamais existé. Et Kerviel, lui, assurait que si au gars chargé de le contrôler. Voilà, dans les faits concrètement, comme je vous le disais, il rédigeait simplement de faux mails et entrait de fausses informations dans ses logiciels de gestion. Et quand ses anciens collègues, les middlemen, venaient vérifier ces chiffres, ils savaient comment les balader pendant des mois ou jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Et c'est ça qui va lui être reproché, d'avoir contourné le système. Quand bien même ça aurait pu marcher, il avait aucun filet de sécurité et les sommes étaient déraisonnables. Et là, la question, c'est... Pourquoi cacher ces investissements-là? Jérôme répondra plusieurs fois à cette question. Et selon lui, c'était une manière de s'assurer des années plutôt tranquilles pour le reste de sa carrière. Depuis qu'il était arrivé à la Société Générale, chaque année, on lui demandait de refaire au minimum les gains de l'année précédente. C'était une escalade sans fin et qu'à tout déclarer, il s'en serait juste en fait jamais sorti. Alors il cachait, à la fois pour ne pas prendre des objectifs démesurés, tout en s'assurant de pouvoir amortir s'il faisait de moins bonnes années avec ce qu'il avait déjà coffré. Et puis lui jure que par-dessus ça, cacher des opérations, il était tout sauf le seul à le faire, que c'était en fait même un move assez classique de trader et que même si ses supérieurs n'avaient pas conscience des montants d'argent avec lesquels il jouait, il savait d'une façon ou d'une autre que des opérations se faisaient en loose day parce qu'il n'y avait qu'une seule règle dans la salle des marchés, celle de l'argent.
À en croire Jérôme, tant que tu faisais du bif, tes supérieurs fermaient les yeux sur tes pratiques, même si elles dérogeaient au protocole. No pain, no gain. Sauf que tout début 2008, arrive ce qui devait arriver. Comme chaque année, lorsqu'arrive le bilan, les comptables de la Société Générale épluchent les comptes des 365 jours qui viennent de s'écouler, en long, en large, en travers, et font au passage leurs petits calculs pour s'assurer que tous les voyants sont ouverts. Sauf qu'à quel point ces petits gars fans de chiffres iraient fouiller, Jérôme l'ignorait. Et surtout, contrairement aux middlemen qu'il connaissait, les comptables, eux, ils pourraient pas les douiller pendant des mois. Or là, en ces tout premiers jours de l'année 2008, les comptables voient apparaître une énorme anomalie sur leur ratio. Ils creusent et le nom de Jérôme Kerviel apparaît en gros. Au début encore, ça va. Eux, ils ne repèrent que le gain d'1,4 milliard qu'a fait Jérôme l'année passée et dont on a déjà parlé. On arrive alors au samedi 19 janvier, 5 jours avant ce qui sera l'annonce publique. Les cadres de la banque décident de confronter le trader à huis clos face à cette situation qu'ils trouvent très chelou. Naturellement, dans leur tête, ils se disent que s'il a pu cacher des gains, il a aussi pu cacher des pertes. Or, ce week-end-là, manque de bol, tombe sur un des rares week-ends de détente que s'accordait Jérôme. Lui, il pensait être peinard 2 jours en Normandie avec sa copine de l'époque. Et bah, perdu mon pote. Un de ses supérieurs l'appelle le matin à la sortie du lit et lui demande de rappliquer Fissa dans l'une des 2 tours de la Société Générale de la Défense. Bon bah là, t'as pas trop le choix. Il saute dans sa caisse et plus les kilomètres défilent, plus il comprend que ça pue fort pour lui. Mais il n'a encore aucune idée d'à quel point. Il arrive finalement à Paris, on le fait rentrer dans une salle de réunion, et là, c'est l'interrogatoire. Il est face au ponte de la banque qui lui demande de s'expliquer. D'où sortent ces résultats qu'ils ont découverts? Avec quel argent a-t-il fait ses gains? Il le cuisine sans relâche, il se fait enchaîner, c'est pas glorieux. Et ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'en plus de ça, tout est enregistré. Des fois qu'ils disent des choses importantes qui pourraient servir pour un procès. Alors Jérôme se défend comme il peut, et après des heures à s'être fait interroger, il sort finalement de la tour à 3h du matin, sans avoir parlé des 50 milliards. Le lendemain, dimanche 20, la banque continue d'éplucher davantage ses opérations et finit par réaliser d'où provient le milliard 4. Jérôme n'a pas fait que cacher un énorme gain. Pour l'obtenir, il a joué et risqué 50 milliards d'euros. J'imagine même pas la gueule des types quand ils ont calculé la somme totale. D'autant qu'il y a pire. Si quelques mois plus tôt, comme vous le savez, le trader a gagné 1,4 milliard fin 2007, là, tout début 2008, le vent a tourné et le pari de Jérôme est en train de devenir perdant de 2,8 milliards d'euros. En gros, les marchés ne sont pas allés dans le sens qu'espérait Jérôme et ses investissements sont en train de replonger et ne sont plus bénéfiques au moment où la banque capte tout ça. La Société Générale, elle, a alors une seule peur, que ce pari lui fasse perdre encore plus de thunes que 2,8 milliards déjà à l'eau et qu'elle finisse tout simplement par mettre la clé sous la porte. Et c'est carrément possible car la bourse chute depuis 15 jours et ça a pas l'air prêt de s'arrêter. Elle risque de perdre énormément d'oseille si la tendance à la baisse se poursuit. Eux savent que c'est déjà arrivé par le passé qu'une banque coule du jour au lendemain à cause d'un trader. Petite parenthèse, mais en 1995, un certain Nick Leeson a provoqué à lui seul la faillite de Barings, une prestigieuse banque britannique. Nick, 28 ans, était un trader chargé de s'occuper de la bourse de Singapour. Et c'est du délire parce que d'une part, il spécule mal et en plus, il le fera sans contrôle. C'est opération porte ouverte. Le mec fait face à aucune limite et donc tombe dans un engrenage archi néfaste. Pour rattraper ses pertes, il prend de plus en plus de risques sur les marchés et fait au final perdre 860 millions de livres sterling à sa banque. Barings ne s'en relèvera jamais et finira par se faire acheter un livre symbolique. Ce genre de scénario catastrophe d'un trader addict qui prend tous les risques par excès de confiance ou pour essayer de se refaire en vain comme un joueur de casino compulsif, elle sait ce que ça peut donner et c'est exactement ce que les chefs de la Société Générale craignent. Alors ce même dimanche 20 janvier, lendemain de l'interrogatoire de Kerviel, ses supérieurs le rappellent et lui expliquent la situation. Ses placements sont dorénavant sévèrement à perte et ils lui font gentiment comprendre qu'il n'est pas la peine de revenir au boulot lundi et surtout de ne pas faire de conneries. Bref, de ne pas se fumer. Mais si lui, on lui demande de ne rien faire, les patrons de la Société Générale, eux, vont décider qu'ils n'ont plus de temps à perdre. Ainsi, du lundi 21 janvier au mercredi 23, la banque vend pour 60 milliards de produits financiers sur les marchés. Leur but est très simple, se débarrasser très rapidement des conneries de Jérôme et essayer de perdre le moins d'argent possible en sachant que ses placements sont en train de plonger. Là, ils le savent très bien, ils se font pas d'illusions, ils vont rien gagner. Mais le plus important, c'est de limiter la casse. Résultat de l'opération, dans cet écopage d'urgence, la banque perd 6,3 milliards d'euros. C'est énorme. Mais comme les chefs de la banque avaient peur de perdre plus de 10 milliards d'euros à cause des choix de Jérôme, c'est finalement pas si mal. Alors c'est bien de le préciser, plus tard Jérôme en interview expliquera que selon lui, ses placements auraient fini par remonter et que dans une majorité des scénarios, il en sortirait bénéficiaire, que ça aurait été qu'une question de temps en fait. Maintenant,
On saura jamais. Parce que, bon bah c'est fait quoi, c'est vendu. Alors certes, la réputation de la banque va prendre un sale coup. Forcément, c'est pas facile tous les jours d'aller dire à tes investisseurs « Oyez, navré, mais un de nos traders avait misé de manière complètement démesurée toute votre thune sans qu'on s'en rende compte. Mais tout va bien, on a presque sauvé tous les meubles. » Mais tant pis, au moins les chefs ne prenaient pas le risque de finir comme Barings. Et puis, la banque avait un plan. Les 6,3 milliards, elle les retrouverait d'une manière ou d'une autre. Écoute, selon eux, Jérôme était responsable, donc il paierait à jamais, quitte à le foutre sous les ponts s'il le fallait. Et pour ça, il faudrait l'allumer en place publique et ça passerait forcément par un procès sans précédent. Et c'est donc seulement là, après avoir fait tout ça hors des radars, qu'on arrive finalement à notre fameux mercredi 24 janvier, au matin grisâtre de la Défense. C'est le moment pour la banque de tout avouer au grand public. Le mercredi, l'annonce est faite. Le jeudi, la Société Générale précise et organise une conférence de presse pour expliquer qu'elle s'est fait avoir par un trader qui a contourné ses règles de contrôle et joué avec un pognon de dingue. Le vendredi, l'appartement de Kerviel à Neuilly-sur-Seine est perquisitionné et le samedi, il est placé en garde à vue par la brigade financière. S'il reconnaît avoir pris des risques inconsidérés, il explique ne pas vouloir devenir le bouc émissaire de pratiques généralisées dans sa boîte. Il ajoute que même s'il a joué avec trop d'argent, il n'est pas mal intentionné et il en veut pour preuve que ces milliards, il en a jamais tiré profit. Il reconnaît par contre s'être laissé prendre au jeu de ce système malsain. Son nom sort très rapidement dans la presse. L'histoire est tellement dingue que ça va devenir un sujet de discussion partout. Le lendemain de l'annonce, Kerviel est un des termes les plus recherchés en ligne au monde. Et d'ailleurs, sur internet, comme d'hab, c'est n'importe quoi. Vous vous souvenez de Musulin ? C'est la même. Des gens créent des groupes Facebook à sa gloire, d'autres vendent des t-shirts floqués à son nom. Voilà, je sais pas pourquoi il y a un espèce de pattern, faut croire. Contre toute attente, là où la Société Générale s'attendait sûrement à ce qu'il se fasse atomiser, finalement, il devient en fait une espèce d'icône et l'opinion publique lui est massivement favorable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens le voient finalement lui aussi comme une espèce de victime d'un système complètement déconnecté de la réalité qui brise les individus et ne peut que pousser à l'excès. Seulement une semaine après le début de l'affaire, il y a le Figaro qui publie un sondage dans lequel on apprend que seuls 13% des Français estiment qu'il est le principal responsable de ces pertes financières. On adapte même son histoire en une pièce de théâtre nommée Roman d'un trader et en un film, L'Outsider. Bref, parce que qu'il soit l'inconscient ou la victime à ce moment-là dans le cœur des gens, en vrai, ça importe peu. Dorénavant, la vie de Jérôme sera un enfer. Et maintenant, venu le temps des procès ultra médiatiques avec d'un côté la Société Générale qui dit qu'elle s'est faite flouer par son ancien salarié et qu'en plus, il a fait tout ça dans leur dos, il est accusé de faux, usage de faux, abus de confiance, introduction frauduleuse de données dans un système informatique et le procureur requiert contre lui 50 Voilà. Et de l'autre, Kerviel qui persiste à dire que la banque était au courant de ces opérations et que c'était une pratique tolérée, que c'est trop facile de faire genre maintenant. Sauf que sa défense ne va pas hyper bien marcher. Et après 3 premières années de procédure, le 5 octobre 2010, Jérôme Kerviel est reconnu coupable en première instance de tous les chefs d'accusation. Échec critique. Il prend 5 ans de prison, dont 3 fermes, et nos fameux 4 915 610 154 € de dommages et intérêts dont je vous parlais dans l'intro. Pourquoi cette somme spécifiquement d'ailleurs ? En fait, ce sont les 6,3 milliards d'euros de pertes qu'a accusé la banque pour rattraper les conneries de son trader, moins les 1,4 milliard d'euros de gains qu'avait fait ce dernier l'année précédente, qui vont servir pour éponger. Et alors là, c'est tout bénef pour la banque, qui en plus de mettre un énorme tarif à son ancien trader, est complètement dédouanée de toute responsabilité. Et ça les arrange sacrément bien. Parce qu'en fait, si elle est totalement blanchie, si on la croit innocente de bout en bout, la Société Générale peut bénéficier cette année-là d'une exonération d'impôts de 2,2 milliards d'euros pour l'aider à supporter les pertes exceptionnelles. Donc il faut surtout pas qu'on l'implique dans le fiasco, ok ? Mais Jérôme, vu la balayette qu'il prend, lui il décide de pas du tout en rester là. Et il fait appel pour qu'il y ait un second procès. Allez, on relance les dés et... Double échec critique. En 2012, la cour d'appel confirme le premier jugement. Bon là ça craint vraiment. Même les plus optimistes devraient sauter par-dessus bord. Mais il va tenter la carte de la dernière chance, le 3e round, la cour de cassation. Après ça, c'est fini, c'est foutu, y a plus rien. Et d'ici là, Jérôme ne va pas rien faire. Il a un petit plan. Il sait que l'opinion publique peut lui être favorable. Et dès lors, il va s'en servir. De toute façon, foutu pour foutu, son cas il est désespéré. Donc autant tenter des moves un peu chelous pour tenter de s'attirer la sympathie du public. Et c'est comme ça qu'en février 2014, Jérôme est allé rencontrer le pape au Vatican. Écoute, en vrai, si je devais 5 milliards d'euros à mon ancien boss, bon, le pape à cette heure-ci,
Pourquoi pas? Ils n'échangeront qu'à peine quelques mots, mais la communication de Jérôme laissera croire à une entrevue intime, tout ça. En tout cas, ça donnera l'illusion que le Saint-Père le soutient, alors qu'en vrai, le vieux monsieur animait juste une audience publique devant des milliers de personnes. Mais Jérôme persiste et promet même de faire le retour jusqu'à Paris à pied, à quelques jours de l'issue de son nouveau procès, qui sera d'ailleurs le dernier dans cette affaire. Alors comme ça, vous vous dites sûrement... Pourquoi faire? Bah écoute, en vrai, ça lui donne un peu un côté pieux, simple, hein, un espèce de mec bien qui marche avec son sac à dos sur le chemin de la repentance, si, je vous jure. Et alors finalement, est-ce qu'un vieux monsieur omniscient en tauge sur un nuage l'aurait réellement entendu alors qu'il faisait croire qu'il était pote avec le pape? Je sais pas, mais toujours est-il que son troisième procès se passe heureusement un peu mieux que les deux précédents. En fait, au cours des deux précédentes procédures judiciaires, et depuis plusieurs années déjà, des voix s'élèvent au sein des experts du milieu de la finance, de la justice et de nombreux journalistes pour dénoncer des pratiques étranges de la Société Générale mises sous silence. Des destructions de rapports, une justice accusée à bien des égards d'être très complaisante avec la banque, voire même d'accepter des dossiers truqués fournis par les avocats même de cette dernière. Ça va même jusqu'à remettre en question les montants que la Société Générale déclare avoir perdus et que visiblement personne n'a jugé bon d'expertiser. Or, rappelons-le, dans cette histoire, la banque a tout intérêt à sortir de là blanc comme neige pour économiser 2,2 milliards en imposition. La version de Kerviel, selon laquelle elle savait très bien et laissait faire tant que ça rapportait de l'argent, ne doit surtout pas être la décision finale. Mais voilà, en 8 ans et 2 procès ultra médiatiques, forcément des gens allaient fouiller là où la Société Générale ne voulait pas. Et finalement, en mars 2014, la Cour de cassation confirme certes la condamnation de Kerviel, mais annule les 4,9 milliards de dommages et intérêts, les transformant en seulement 1 million d'euros. Mais surtout reconnaît l'existence de fautes commises par la Société Générale et que cela aurait, je cite, concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières. Autrement dit, c'est aussi un système poussé par la banque qui a permis aux traders de faire des folies. Personne n'est noir, personne n'est blanc, les deux parties prenantes sont grises. J'imagine à peine l'état de soulagement de Kerviel à l'annonce du verdict. Non, parce qu'en vrai, quoi qu'il ait fait, ça n'avait pas vraiment le sens de lui demander de rembourser une somme aussi astronomique qu'il n'aurait dans tous les cas jamais pu rembourser. Et au final, Jérôme Kerviel apparaît moins comme un escroc que comme un type qui est allé beaucoup trop loin et qui a perdu le sens de la réalité à force de jouer avec des chiffres bien trop énormes pour lui. Par contre, il y a un truc qui lui a pas été retiré, c'est son séjour par la case prison. Parce qu'après tout, il a quand même fait perdre beaucoup d'argent à ses employeurs. Il fera 150 jours derrière les barreaux en 2014 avant d'être libéré sous bracelet électronique. Enfin, en 2018, la Société Générale, puisqu'après 3 jugements est finalement reconnue en partie coupable elle aussi, est exhortée de rembourser les 2,2 milliards d'euros d'exonération fiscale dont elle avait bénéficié 10 ans plus tôt. Coup dur. Sauf que, encore à ce jour en 2024, impossible de dire si ce remboursement a eu lieu ou même n'aura jamais lieu. Secret fiscal. Alors, aujourd'hui, on est 10 ans après le dernier verdict qui sauva Jérôme. Il devient quoi? Bah, comme je vous le disais, il est libre et donne des conférences un peu partout. Si j'en crois son LinkedIn, il a même pas mal de succès dans le registre. Dans ses interventions, il met en scène son parcours et il met grave l'accent sur sa résilience et sur le fait qu'il a tiré le meilleur de cette affaire. C'est quelque chose qu'il a déjà fait lorsqu'il avait sorti son 2e livre en 2016. J'aurais pu passer à côté de ma vie. Assez ironiquement, cette affaire est aujourd'hui son gagne-pain. Mais si t'es actif sur Twitter ou Instagram, comme je vous le disais, il est assez connu là-bas pour une chose, ses blagues de gros darons sur les réseaux sociaux. Et quand il poste pas des mèmes, il vanne sur ses anciennes embrouilles avec la Société Générale. Et bah écoute, ça trouve son public visiblement parce qu'il a plus d'abonnés que moi sur ces deux réseaux, donc peut-être falloir que je m'y mette. Il a aujourd'hui 47 ans et père de famille, de ce qu'il laisse transparaître, il a l'air très heureux comme ça. Bien qu'en 2020, la Société Générale lui réclamait encore son chèque. L'histoire de Kerviel, c'est finalement celle d'un pion qui se prenait pour un roi au milieu des fous coincés entre 2 tours et qui, lorsque le glas fut venu, passa à 2 doigts de mettre toute la partie en échec. Donc, à force d'être répété que le seul point important, c'est de faire de l'argent quel que soit le moyen, bah vous finissez par être lobotomisé et conditionné à ça et à perdre petit à petit toutes vos émotions.